concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors, on vient de se faire le premier match de la journée, rentrer tranquillement mais sûrement dans notre petit quotidien depuis une dizaine de jours, voire quasiment 15, voire quasiment 2 semaines, les copains. Et puis, écoutez, j'étais obligé de ressortir le maillot, hein. Je sais pas si vous verrez bien. Mais ouais, les copains, on est reparti encore sur un show de Léo Messi. Alors, ça a nuancé, hein, parce que, on en reparler, il a pas tout réussi. Il a pas tout réussi dans ce match. Mais, les copains, il vient d'écrire l'histoire, en fait. Il vient d'écrire l'histoire, notre copain Léo. Donc voilà, comme d'habitude, hein, vous commentez, vous likez, vous partagez. Je pense que là, vous êtes tous un peu à bloc sur le France-Irak qui va avoir lieu dans quelques minutes. Mais ici, voilà, on est plutôt bien avant le France-Irak. On n'est pas trop en pression. Donc, on va faire gentiment un petit débrief de cette Argentine parce qu'il y a vraiment des choses à dire. Et la question un peu de ce débat, c'est est-ce que cette équipe, elle est vraiment taillée pour aller au bout en fait. Est-ce que vraiment cette Argentine 2026, elle est en capacité de faire le back-to-back? Entendu très longtemps, très récemment parler avec le PSG. Est-ce que l'Argentine est en capacité de pouvoir refaire ce qu'ils ont fait en 2026? Il y a des éléments qui peuvent aller dans ce sens-là parce que les matchs, de la manière dont ils sont maîtrisés, quand même un peu la pression que les Argentins, ils savent où ils vont et ils sont difficilement bougeables. Maintenant, on va être très clair, hein, et ça, c'est pas manquer de respect ni aux Autrichiens ni aux Algériens, mais pour l'instant, ils n'ont pas rencontré une véritable nation qui peut nous permettre de dire, ok, là, on a vu face à une nation compétitive que l'Argentine, elle était au niveau. Et si on va un peu dans le négatif, on peut aussi se dire que par moment, l'Autriche, peut-être avec un peu plus de velléité offensive, peut-être que ça peut le faire, hein. Alors par contre, voilà, quand on regarde le 11 aligné, j'avoue que les gars, c'est quand même costaud. Alors on pourra toujours critiquer, est-ce que De Paul, est-ce que ça doit jouer, est-ce qu'il faudrait pas faire de la place à un autre profil que Rodrigo De Paul? Je sais pas. Maintenant, Martinez dans les buts, Molina à droite, Romero, Lisandro Martinez. Jusque-là, on est nickel. C'est du niveau d'une équipe qui
qui peut refaire le back-to-back. Bien sûr, on peut se dire que Romero, peut-être que, n'empêche que voilà, sur le papier, ça reste un défenseur fiable et qui a déjà été au bout avec l'Argentine en 2022. Et Lisandro Martinez, moi, j'aime beaucoup. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Alors oui, il y a toujours le déficit de taille avec le garçon, mais sur le papier, moi, je trouve que c'est un vrai défenseur. Et voilà, il est accrédité de 7,1 sur le visuel. Ouais, franchement, il a été patron pour moi ce soir. Et puis après, pour moi, c'est l'inconnu. C'est quand même incroyable de pouvoir dire qu'on a fait Facundo Medina arrière gauche de cette équipe. Mais bon, il faut reconnaître que Tagliafico, il a du mal et qu'au moment où on parle, t'as pas autre chose à mettre sur ton côté gauche. Et l'ami Facundo, bon, petite dédicace à Pruzessigno qui intervient sur cette chaîne, fan de l'OM. C'est bien pour l'OM, hein, parce que là, une petite passe décisive, ça va le mettre un petit peu en vue, donc peut-être un transfert plus rapide. Plus sérieusement, Medina, je suis pas extrêmement convaincu par la qualité de l'arrière gauche. Bon, là, contre une équipe comme l'Autriche, ok. Dans le combat, ok. La polyvalence, je peux comprendre, parce que c'est un gars qui peut très vite basculer de central à latéral en cours de rencontre. Donc, ok, ça, j'avoue que c'est un plus par rapport à un Tagliafico, par exemple, qui est exclusivement latéral. Et puis maintenant, il peut même plus jouer piston, même plus jouer plus haut, Tagliafico. Donc non, il y a beaucoup d'interrogations, mais Medina sur le papier, vous avez vu le match, hein, si vous l'avez pas vu, il est passeur décisif sur l'ouverture du score. Donc Medina sur le papier, oui, pas convaincu. Maintenant, dans les faits, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Je suis obligé de reconnaître, si on regarde véritablement le match, voilà, son match est plutôt bon. Il y a cette passe décisive. Après, il y a un carton et défensivement, il semble toujours sur un fil. Mais là, il semblerait que le fil était un peu plus costaud que d'habitude. Donc voilà, ça c'est pour la défense. Au milieu, désolé, mais le double pivot McAllister et Enzo, piqué, hein, voilà. Hein. Après, il y a plein d'ambiances différentes dans les milieux de terrain. On en a parlé l'autre jour. Là, on se retrouve avec Enzo Fernandez, McAllister, c'est sacrément complémentaire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat ou quand vous verrez cette vidéo, mais pour moi, c'est quand même très, très, très costaud, hein, ce qu'ils sont capables de faire ces deux-là. Après, il y a, oui, alors, Almada et De Paul, sur le papier, moi, je suis pas ultra, ultra, ultra fan. Maintenant, De Paul, je l'ai dit, par comprendre que c'est un gars de confiance et on a tendance à dire que c'est le premier lieutenant de Messi, mais ça reste un milieu de terrain qui reste essentiel, qualité technique, qualité de passe, et évidemment, dans le côté un peu chien de la casse, on va gratter un peu de temps, on fait péter un câble à l'adversaire. Oui, oui, évidemment, le bonhomme, il est bien présent. Après, pour Almada, c'est un autre profil. Almada, c'est bon, hein, c'est un bon joueur, hein, mais fait pas assez de différence pour moi. Et il y a toujours cette incapacité, moi je trouve, pour Almada, c'est dès que tu hausses le niveau physique. Alors bien sûr, je sais que le foot, c'est pas que des 1m90 qui vont rapidement. Non, c'est pas que ça. C'est aussi de la technique et Dieu merci. Mais je trouve que Almada, il est vraiment très très frêle. Vraiment, il est très très frêle et je vois pas réellement de différence qui est effectuée par notre ami Almada. Après, c'est pas mauvais, hein, son match est pas mauvais, hein, et son inspiration sur le centre de Medina justement pour l'ouverture du score où il laisse passer le ballon pour Messi, c'est du QI foot, hein, donc rien à dire là-dessus. Maintenant sur le côté décisif et même ce qu'on peut connaître un peu de la génération argentine et des talents argentins, ouais, on est quand même un cran en dessous de même, par exemple, c'est pas les mêmes postes, mais vous m'avez compris, d'un gars qui était encore dans la sélection de 2022 comme Dybala. Je parle même pas d'un Di Maria qui est encore trois classes au-dessus. Mais c'est ça encore peut-être ce qui lui manque à Almada, c'est peut-être d'être pas assez fort techniquement pour ce genre de match-là pour arriver à passer et que physiquement il est un peu rattrapé. Maintenant, genre de devoir,
rien à dire et son match est pas mauvais en soi, est pas mauvais. Et puis bah après, évidemment, on a Léo, qui est pour accompagner Lautaro Martinez. Donc bon, ça fait quand même 2 matchs maintenant que Lautaro est aligné en poste de numéro 9. Donc est-ce que c'est encore une fois juste lié à la conjoncture, donc les adversaires et dans la manière d'envisager les rencontres que Lautaro a été privilégié peut-être, mais il y a aussi la possibilité que ça soit le vrai titulaire dans l'esprit dans l'esprit de Scaloni. Alors c'est toujours pareil pour Lautaro, tant qu'il est aligné dans un système à 2, alors idéalement c'est encore mieux s'il est en 3-5-2 parce qu'il a les appels et tout ce qui va avec de son bagage à l'Inter. Mais au moins déjà, s'il n'est pas en pointe d'un 4-3-3, oui, déjà pour moi ça a plus de sens. Ça a plus de sens, donc je peux comprendre. Maintenant, moi, si on me demande ma sensibilité, je préférerais plus voir un Julián Álvarez. Voilà. Je le dis, je suis plutôt fan du garçon et je trouve sa palette. Je vais pas dire sa palette technique parce que Lautaro c'est loin d'être un manche, hein, vraiment. Mais je trouve que dans l'utilisation des espaces, la qualité technique, il est un tout petit peu au-dessus. Et puis je sais pas, pour moi, il symbolise plus cette Argentine de 2026 qui passe un cap avec maintenant des jeunes joueurs affirmés, déjà champions du monde, qui ont acquis de l'expérience. Je sais pas, pour moi, je partirais sur Alvarez. Maintenant, il n'y a pas une différence énorme entre les deux. Voilà, c'est plus une question de sensibilité. Il y en a un qui est meilleur buteur de Serie A et l'autre qui flambe aussi, même si faut nuancer, mais qui flambe plutôt du côté de l'Atlético. Donc c'est 2 styles, 2 ambiances et c'est 2 joueurs aussi, 2 très bons attaquants. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de truc incroyable à voir Lautaro à côté de Martinez, à côté de Messi, pardon. Mais moi spontanément je préférerais plus voir un Julián Álvarez. Et puis bon, faut parler 2 minutes aussi quand même de l'Autriche. On n'en avait pas parlé pour le premier match contre la Jordanie, donc on va quand même s'intéresser 2 secondes. Équipe intéressante avec Rangnick qui met un 4-2-3-1 où vraiment hein, ça peut tenir le choc encore plus longtemps. Bon, c'est paradoxal parce que de l'autre côté, cette équipe-là, à la 7e minute, elle concède un péno et ça peut vite tourner en faveur de l'Argentine à ce moment-là. Mais le péno est raté et ils ont le mérite de s'accrocher et dans leur première mi-temps, c'est pas dégueulasse. Maintenant, on voit quand même que dans l'utilisation du ballon et arriver dans les 30 derniers mètres, dans les 30 mètres adverses, c'est compliqué. Grégoric, je l'ai vu beaucoup être au combat et tout ça, mais balle au pied, j'ai pas vu grand chose. Sabitzer, on le connaît, c'est un joueur de devoir plus qu'un vrai joueur frisson. Vaner, je peux pas dire que j'ai été enchanté par le match. Le Renato Schmidt, il y avait un petit quelque chose, mais c'était quand même, on va dire, un peu pauvre. Et dans cette signification de ce match, on est obligé de mettre en parallèle, voilà ça, c'est-à-dire le niveau de l'Autriche. Est-ce que c'est vraiment très très élevé? C'est de constater que non. Voilà. Est-ce que cette Autriche peut faire top 16, donc 8e de finale? Tout dépend de l'adversaire, mais pas véritablement aller plus loin. Donc c'est pour ça que ça nuance un peu la portée de la victoire de l'Argentine ce soir, tout comme ça avait déjà été le cas avec l'Algérie, qui est une sélection moyenne. Et que c'est pas supporter algérien si vous voyez cette vidéo, mais voilà, au moment où on parle, l'Algérie peut pas se dire qu'elle joue dans la même catégorie, et l'Autriche c'est pareil, dans une autre mesure. Mais voilà, l'Autriche a peut-être fait un peu plus longtemps le match que l'Algérie, même si c'est paradoxal encore une fois. Il peut y avoir ce penalty qui est marqué au bout de 7 minutes, et de l'autre côté, l'Algérie, j'oublie pas qu'ils ouvrent le score avec un but refusé aussi. Messi en avait eu un juste avant, mais celui de l'Algérie était quand même plus litigieux. Celui de Messi, on l'avait vu direct. Bref,
il y a, il y a des choses à dire. Alors, on a Simon qui intervient souvent sur la chaîne, qui nous dit le GOAT ultime. Bon, je présume que tu parles pas de Facundo Medina. Je pense, mon copain, je pense que tu parles plus de Lionel Messi. Et on est bien d'accord, on va en parler un peu, même pas qu'un peu, on va encore en parler. Oui, évidemment, c'est le GOAT ultime. Il continue de rajouter à sa légende. Et on va en reparler. Simon qui nous dit aussi, Alaba fait un match vilain. Bah, un peu à l'image de l'Autriche. L'Autriche est pas bien rentré dans le match et on avait l'impression que le plan de jeu était minimaliste et c'était d'emmener le plus longtemps possible l'Argentine dans un match bourbier. Et bon, on voit bien les limites, ça a pas tenu très très longtemps. Simon qui nous dit Romero, on sait si c'est grave ou pas. Je sais rien, par contre, de ce que j'ai vu, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Après, on serait sur une phase en championnat, je te dirais bon, écoute, il va peut-être louper les 2 prochains matchs, mais il va vite revenir. Là, vu l'importance, le tournoi et le tout, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il touchait quand même un peu le genou et il avait l'air de le fricoter un peu fort. Ça me paraît pas bon signe. Et évidemment, dans la fameuse question, cette Argentine 2026, est-ce qu'elle peut aller au bout? Si c'est Romero qui est remplacé par Otamendi, je vous le dis direct, je vais avoir du mal à me positionner pour dire que oui. Je vais avoir du mal. Parce qu'Otamendi, on le connaît, avec ses bons et surtout ses mauvais côtés. Et en 2026, je pense que c'est plus en accord pour pouvoir remporter une Coupe du Monde. Maintenant, on va voir, on verra ce que ça va donner par la suite. Voilà. Donc pour les compos, Scaloni fait pas de dinguerie, encore une fois. On est sur un comment? Un 11 plutôt classique, comme j'ai dit. Julián Alvarez peut prendre la place de Lautaro, mais il y a pas un monde où c'est pas possible, où c'est impossible. Molina qui revient, c'est pas déconnant non plus. Et j'en ai parlé, Almada, il semble lui faire confiance malgré peut-être le manque d'impact dans les 30 derniers mètres adverses, alors que c'est normalement un joueur un peu frisson, un peu. Bon, on en a déjà parlé, donc il y a eu un péno loupé très rapidement, 7e minute de jeu. Là, Léo, je pense qu'il avait pas envie. Il avait pas envie de marquer ce soir. Il avait pas envie de marquer sur péno. Il avait pas envie de passer le fameux step des buts de notre ami Klose et Ronaldo avec un péno. Non, il avait pas envie. Il avait envie de faire ça bien. Donc il a loupé le péno, plus hors cadre. Et petite stat, j'ai pas vérifié, mais je fais confiance, c'est sur BN qui l'ont sorti. C'est le joueur qui a loupé le plus de pénaux en Coupe du Monde. Quand même. Donc, ce qui veut dire aussi que il en est à 18 buts maintenant en Coupe du Monde. Il aurait pu s'en rajouter, je crois, 3 ou 4. Je crois que c'est 3 ou 4 pénaux qu'il loupe. Donc, c'est quand même beaucoup, quand même. Hein. Donc c'est quand même hallucinant. Et les stats, c'est un peu comme avec Djokovic au tennis, avec LeBron James au basket. Les mecs, ils sont en train forcément de taper tout un tas de records parce qu'en fait, à l'âge qu'ils ont, normalement, tous les autres passés avant, ils jouaient plus. 40 piges, on va pas se mentir, ils y étaient plus. Mais en plus, ils allient, alors à des niveaux différents, tu vois, mais ils allient encore un niveau de performance élevé. Que ça soit Djokovic, que ça soit LeBron James ou que ça soit Léo, on est encore avec des niveaux, mais encore extrêmement élevés. Et là, force est de constater, on va attendre le match de la France contre l'Irak. Peut-être que Mbappé va marquer un triplé lui aussi et revenir à 5 buts. Mais là, au moment où on parle, à 22h03, le 22 juin, les copains, Messi, il est meilleur buteur de la Coupe du Monde après 2 journées avec 5 buts. 5 buts. Je me permets. Simon qui nous dit bonne connexion avec Almada. Oui. Bonne connexion. Mais est-ce qu'on demande ça? Après, ça, pour le coup, il faudrait avoir Scaloni qui nous explique. Mais est-ce qu'on lui demande juste ça, cette connexion-là, ou aussi de pouvoir faire certaines diffs là où Messi n'a plus forcément les cannes? Alors,
il nous étonne à chaque match, hein, mais on le voit bien, il a plus les cannes pour pouvoir multiplier les courses et tout ça. Et c'est là où je trouve que ça manque un peu de personnalité. Maintenant, je suis d'accord, l'action avec le fait de laisser passer le ballon sur la passe de Medina pour laisser Messi derrière et donc créer encore plus le déséquilibre et la surprise dans le côté pour les Autrichiens. Oui, c'est une action de classe et au-delà de ça, il y a une bonne connexion. Mais je trouve que on doit en attendre plus parce que c'est pas deux pôles de l'autre côté, ni les deux autres du milieu, McAllister et Enzo, qui vont faire les diffs en termes, tu sais, d'accélération, de passer son vis-à-vis, de tout ça. Donc c'est là où on attend Almada. Maintenant, peut-être que c'est une demande de Scaloni et on est très bien comme ça et ça va et ça va. Et pour l'instant, l'Argentine, elle n'a pas à se plaindre. Hein. Je montre le classement. L'Argentine, elle est première et on attend ce soir le match de la Jordanie face à l'Algérie. Mais si la Jordanie ne l'emporte pas, l'Argentine est assurée d'être première. Voilà. Donc et même si la Jordanie venait à l'emporter contre l'Algérie, il faudrait encore derrière qu'ils battent l'Argentine. Autant vous dire que ça paraît très, très compliqué. Donc, l'Argentine a 99% de chance d'être première de ce groupe. C'est pas une surprise, hein. C'est pas une surprise. On s'y attendait. On s'attendait à ce que l'Argentine domine ses adversaires, hein. Autriche, Jordanie, Algérie. Je sais même pas s'il y en a un dans les 30 premiers du classement FIFA. Donc, c'est pas un exploit. Maintenant, c'est marqué. 5 buts marqués, 0 encaissé, 10 de plus 5. En 2 matchs, tu es déjà qualifié. Tu peux faire tourner pour ton troisième match contre la Jordanie. Et tous les signaux sont au vert. Maintenant, pour cette fameuse grande question à côté de moi, est-ce que là, comment non, ça c'est ouais, non, c'est plutôt par là. C'est plutôt par là. Voilà, la question, elle est là. Ouais, super. Elle est là. Ouais, génial. Pardon, excusez-moi, je m'amuse tout seul. Donc oui, la question qui est à côté de moi, est-ce que l'Argentine peut aller au bout? Il y a des arguments, comme je le disais en tout début de débat, qui peuvent amener ça. Maintenant, il y a encore trop peu, on va dire, de certitude avec ces matchs contre l'Argentine, contre l'Autriche et l'Algérie pour se dire, ok, vraiment, on a les éléments et les ingrédients pour aller avec conviction et se dire, ok, l'Argentine, le back-to-back, ils en sont capables. C'est possible, parce que encore une fois, ces deux matchs-là, ils se les ont facilités très très rapidement avec très très rapidement, un peu moins pour ce soir, mais en tout cas contre l'Algérie, il y a voilà, à partir du moment où il y a eu l'ouverture du score, on n'a pas vu autre chose que l'Argentine qui gagnait. Ce soir, peut-être un peu différent, parce que ouais, regardons un peu les stats. Alors, bien sûr, hein, quand on regarde les stats, il y a la possession pour les Argentins, il y a plus de tirs, il y a plus de grosses occasions, donc les XG sont au-dessus, plus de passes. On a été, on va dire même en termes de fautes, sur une égalité. Donc vraiment, il n'y a pas de débat véritablement. L'Autriche a peut-être un peu plus chèrement vendu sa peau, mais c'était quand même assez limité pour pouvoir aller chercher cette Argentine-là. Donc c'est là aussi où peut-être que l'Argentine a une vraie avance par rapport à ce qu'on pourrait se dire juste avec les résultats bruts, c'est que ces matchs-là, face à des adversaires, on l'a dit, à leur portée largement, ils se les simplifient. Ils se les simplifient et ils ne tremblent quasiment pas. Parce que, ok, la deuxième mi-temps, et on y reviendra, franchement, c'est un peu fait chier. Ouais, c'est quand même un peu fait chier quand même pendant cette deuxième mi-temps. Il y avait quand même pas grand chose. On sentait que l'Argentine, ça faisait défiler un peu le chrono et on essayait plus d'aller chercher le 1-0 à conserver plutôt que d'aller marquer le deuxième. Mais de l'autre, bon, voilà, les plus grosses occasions, elles restent du côté Argentine. Et est-ce que c'est vraiment si incompréhensible et incroyable de voir l'Argentine qui l'emporte finalement 2-0 avec encore une fois Léo qui va te rajouter encore un truc. C'est complètement fou, ce type est complètement dingo. Ce type est dingue. Mais voilà, on était quand même
à la fin plus proche du 1-0 que du 2-0 ou du 1-1. Voilà. Je partais plus sur sur un statu quo sur la fin de match. Mais ils vont se le chercher et ça aussi, c'est un signe que avec Messi, tu peux aller chercher peut-être ce deuxième, ce troisième et que l'adversaire, tu lui laisses pas grand-chose parce que voilà, sur les 6 tirs, bon, ils sont gentils avec la grosse occasion, mais faut pas réellement dire vraiment que Martinez était vraiment emmerdé sur le match. Et 0,5 de XG, bon, ça fait ouais à peine une grosse occasion chez moi, quoi. Donc bon, voilà, c'est pas dingo, c'est pas fou. Maintenant, l'autre chose importante à resignaler encore une fois dans ce groupe, c'est que mine de rien, maintenant, l'Argentine, elle est qualif. Elle est qualif, elle est première. J'ai dit, il faudrait un improbable retournement de situation avec victoire de la Jordanie contre l'Algérie, plus victoire de la Jordanie sur le dernier match contre l'Argentine. Pour vous dire, j'y crois pas. Donc, pour moi, la première place, ils l'ont. Donc, ça veut dire aussi un 16e de finale où tu vas jouer le 2e du groupe de l'Espagne. Donc, normalement, ça aurait dû être l'Uruguay, parce que l'Uruguay, sur le passé, sur le passif et tout ce qu'on veut, ils sont normalement la deuxième équipe derrière l'Espagne, sauf que il y a le Cap-Vert, et le Cap-Vert peut peut-être arriver à choper la deuxième place, parce qu'il joue l'Arabie Saoudite pour le dernier match, pendant que l'Uruguay, elle, va se taper l'Espagne. Pas un cadeau. Donc, soit on peut avoir un Argentine-Uruguay, soit un Argentine-Cap-Vert. Bon, dans les deux cas, j'ai beau bien aimer l'Uruguay, il n'y a pas un monde où je vois l'Argentine passer à côté, même si, encore une fois, ça me ferait tellement plaisir pour Bielsa en plus, pour qui ce match serait dingue parce que en tant qu'Argentin et tout ça, mais je vois pas l'Argentine trébucher face à cet Uruguay-là qu'on a vu depuis le début de la compète. Et de l'autre côté, pareil, c'est-à-dire le Cap-Vert, on peut louer le côté rafraîchissant avec des joueurs qui donnent 200%, la surprise clairement de ce début de Coupe du Monde. Et de l'autre, je vois pas un monde pareil où cette équipe-là peut arriver à battre l'Argentine. Je vois pas. Donc, avec cette première place, tu t'assures, à mes yeux, un 16e de finale largement abordable pour l'Argentine. Et après, on pourra vraiment commencer à considérer avec attention, cette Argentine quand elle arrivera en 8e de finale et qu'elle aura passé déjà ses premiers écueils. Mais là, avec ce qu'on a, c'est trop tôt encore pour pouvoir dire est-ce que ça peut aller au bout. Par contre, ils ont, comme d'autres sélections jusqu'à présent, montré qu'ils étaient en capacité de pouvoir aller dans le dernier carré, par exemple, tout ça. Mais est-ce qu'ils se sont imposés comme, par exemple, l'équipe qui a fait la plus forte impression? Non, il y a eu d'autres équipes avec d'autres oppositions qui ont fait des matchs peut-être plus convaincants, ne serait-ce que, par exemple, l'Allemagne, dans le niveau d'opposition. Alors, je dis pas Curaçao, mais face à la Côte d'Ivoire, ouais, pour moi, là, il y a un vrai référentiel de compétitivité en face avec un match disputé en plus qui se joue jusqu'à la fin, ce que n'a pas l'Argentine. Encore une fois, désolé, mais ni l'Algérie ni l'Autriche n'ont été en capacité de pouvoir faire ce match-là. Donc, on va forcément rester un peu sur notre faim pour arriver à déterminer tout de suite, là, maintenant, le réel potentiel de cette Argentine. Par contre, on peut juste s'accorder à dire que les signaux sont au vert, que Messi, je vais pas dire qu'il est stratosphérique parce qu'on l'a connu, sauf pour les plus jeunes, mais on l'a connu à des niveaux qui étaient encore bien plus élevés. Quand on repense à, ne serait-ce que son année 2012 où le gars, il va te taper 90 buts dans l'année, enfin, avec des trucs irréels comme 50 buts en Liga. Et forcément, c'est 2012, donc c'est 14 ans avant. Donc les Cannes, il les a encore. Il arrive encore à faire les accels. Il arrive encore à t'enchanter encore plus. Alors peut-être qu'il a moins d'expérience, il a peut-être moins de vista et encore. Enfin voilà. Mais là, non seulement tous les signaux ils sont au vert, mais en plus Messi est au vert. Tous les signaux Messi sont au vert. Maintenant,
je pense que face à la Jordanie, il serait plutôt judicieux, je pense, de écoute, Léo, je sais que tu voudrais peut-être t'en rajouter un 19e et un 20e en Coupe du Monde, et voire même dans cette Coupe du Monde-là. Mais la prudence voudrait que, s'il te plaît, joue pas. Joue pas. Scaloni, t'as la marge nécessaire. Donc, on parle quand même d'un joueur de 39 ans. Donc, n'oublions pas ça, même si c'est un extraterrestre et qu'il défie tout un tas de lois ouais, j'allais dire de la physique, mais on va dire de la manière dont on voit les joueurs de foot, bien sûr. Maintenant, faut pas non plus se tromper. Là, pour un match qui va compter pour rien, puisque, comme je l'ai dit, l'Argentine va être assurée d'être première, laisse-le se reposer. Franchement, laisse-le se reposer pour revenir frais, dispo à partir des 16e de finale, et peut-être entamer, voilà, justement, ce parcours complètement dingue qui mènerait vers un back-to-back. Peut-être, peut-être. Et ça, à la limite, je veux bien l'entendre. Mais là, aller le faire jouer contre la Jordanie, sachant qu'il vient de faire 90 minutes contre l'Autriche, et que c'est paradoxal, hein, Omar Da Fonseca, pour ceux qui l'ont regardé sur beIN, quand on écoute Omar Da Fonseca, sur les 10-15 dernières minutes, il n'arrête pas de dire non, mais il faut sortir ici, il faut sortir. Bien sûr, sauf que à l'arrivée, on se retrouve toujours avec globalement la même sensation, c'est-à-dire que bah ouais, fallait sortir. Ouais, il marchait sur le terrain. Oui, il faisait plus grand chose sur la fin de match, mais n'empêche que Lionel, c'est encore lui qui va te planter le deuxième. Et là, je vous partage ces stats un peu brutes. Hein, je suis désolé, le visuel est pas complètement dingue. On n'a pas eu le temps de pouvoir bien bosser le visuel, mais il y a l'essentiel dessus. Quand vous regardez juste, ne serait-ce que sa heatmap il s'est fait plaisir. Alors oui, il a un peu une tendance à être un peu toujours à droite, bien sûr, mais il aimante énormément encore l'axe, et t'as encore un gars qui te met 2 buts sur 4 tirs cadrés, qui te loupe un péno, bien évidemment. Même sur les passes, je regarde les passes précises, 30 sur 40. Il nous a fait mieux quand même. Il nous a déjà fait mieux. Mais après, il y a des passes compliquées, il y a des passes clés, il y en a 2. Bon, après, pour ce qui est des actions défensives, bon, ils sont gentils avec 2 tacles et tout ça. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu un peu plus concerné pour le match contre l'Algérie sur le début de match. Maintenant, voilà, j'ai en image encore ce soir une perte de balle. Il y a encore que 1-0. Il a une perte de balle dans son camp qui donne un ballon de contre vraiment à l'Autriche. Il y a toute l'équipe qui est en train de revenir. Lui, il continue de marcher. En fait, il s'en fout complet. Donc ça, c'est ça aussi. Et je pense qu'il faudrait peut-être faire un débat là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, les copains. Je vois qu'il y a du monde, encore une fois. Allez-y, commentez. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Mais j'aime beaucoup voir ce que je vois dans cette sélection argentine, c'est-à-dire que il y a évidemment ce parti pris dans l'équipe de n'imposer aucune contrainte à Messi. Voilà. Donc c'est vraiment mon copain, tu reviens quand tu veux. Mon copain, tu aides le collectif quand tu veux. Mais sinon, tu peux y aller. On te fait confiance les yeux fermés. Et on a la sensation, moi c'est en tout cas la sensation que j'ai, et face à l'Algérie, c'était déjà la même chose, que c'est assumé par toute l'équipe. C'est assumé par toute l'équipe, et qu'il n'y en a pas un seul, pas dans l'intimité du vestiaire, mais en tout cas c'est ce qui ressort quand on regarde les matchs de l'Argentine avec Messi. T'as jamais la sensation qu'en fait c'est subi, et que t'as 1, 2, 3, 4 joueurs qui rongent leur faim en disant putain, c'est pas vrai, putain, on fait ça, on lui laisse un traitement de faveur et tout ça. Tu sens que c'est assumé par tout le monde, et même par l'attaquant de pointe. C'est-à-dire Lautaro, il a compris que lui, il allait faire des efforts que Léo ne fera jamais. Donc ça aussi, dans la prise de conscience, peut-être que moi pendant un temps j'ai appelé ça un peu un aveu de faiblesse de la part de Scaloni. Peut-être. Parce que ça veut dire aussi que tu n'arrives pas à avoir la personnalité nécessaire pour faire comprendre que, ok, Léo, t'as jamais été un monstre de remplacement. Maintenant, le foot est tel qu'on a besoin de toi quand même un minimum. Non, là, tu lui laisses le tapis rouge et tu lui laisses faire ce qu'il a envie. Ça peut, comme je l'ai dit, à un endroit être considéré comme
un peu un aveu de faiblesse. Non, force est de constater, hein, depuis qu'il a tenté cette approche-là, Scaloni, il y a 2 Copa América, une Coupe du Monde remportée. Je vais fermer ma bouche. Donc peut-être que ce déséquilibre assumé de la part des Argentins avec Messi à la perte de balle, si c'est assumé et que toute l'équipe est d'accord dessus, bah déjà moi ça me dérange moins philosophiquement. Et forcément, puisque de toute façon quand on parle de Lionel Messi, on est obligé à un moment ou à un autre de faire la comparaison avec Cristiano Ronaldo, mais là celle-là elle a lieu d'être, c'est que faites la comparaison, regardez la sensation qu'il y a au Portugal. Est-ce qu'on a la même indulgence? J'ai pas la sensation. Alors je dis pas que pareil, hein, je dis pas que les joueurs portugais sont en train de ronger leurs freins en disant fais chier, il y a CR. Non, je dis pas ça. Je dis juste que ça semble moins assumé que du côté argentin où vraiment on a acté, c'est dans le plan de jeu, c'est dans la marque de fabrique aussi Scaloni, c'est Léo, on le laisse faire ce qu'il a envie. On le laisse faire et de l'autre, on est bien obligé. Le gars te rend, il te rend la confiance que tu lui as accordée. Là, en étant au bout de 2 matchs, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, donc évidemment de l'Argentine avec 5 buts et l'Argentine qui n'a marqué que 5, qui a marqué 5 buts. Les gars, forcément, en fait, la Scaloni, pareil, de la même manière, il peut me regarder en disant, bah ouais, tu vois, regarde, c'est peut-être un aveu de faiblesse, mais regarde, je lui laisse ça, c'est assumé par tout le monde, et au final, il est compétitif et il arrive à nous sortir encore des matchs comme ça. Rien à dire. Et c'est aussi un peu ce qu'on a pu avoir avec Lionel Messi pendant tout un tas d'années pendant sa carrière. C'est-à-dire que, oui, il te défie un peu les limites. Dès le départ, il est tout petit. Comment ce mec-là, il va devenir le meilleur joueur du monde? Ouais, d'accord. Il se fait rapidement les croiser en 2006. Enfin, il y a plein de trucs. Il a passé les écueils au fur et à mesure. Et à chaque fois, on se dit, ah, non, il va pas le faire. Non, il va pas réussir. Bah si. Il va pas réussir à te donner, à marquer un but en finale de Ligue des Champions de la tête. Bah si. Il est capable. Il va pas encore s'ajouter une Copa América alors que l'Argentine n'en gagne pas depuis 93. Bah si. Alors il a eu des erreurs. Il y a eu des steps où on a douté, même il a arrêté la sélection. Et faudra jamais oublier ça. Ça montre aussi peut-être à toutes les personnes qui le trouvent un peu trop lisse qu'il a eu aussi sa part d'ombre. Alors évidemment, ce sera jamais Diego. Ça sera jamais Diego, les gars. Moi qui suis un adorateur ultime de Diego, je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, Diego, il est au-dessus pour tous les débats qu'on fait. Diego, c'est el mano de Dios. C'est l'idole ultime, c'est l'idole d'enfance et tout ça. Mais si il a aussi sa part d'ombre, aussi un petit peu, donc jamais comme Diego, bien sûr, et parce que c'est aussi ça qui a fait que Diego, la légende, elle est restée. C'est pas que pour le football, c'est aussi pour tout l'extra sportif qu'on l'a aimé et qu'on l'a adoré. Mais Lionel, il ajoute la régularité. Je suis désolé, mais ce mec-là, il te repousse les limites. Là, on en est à un mec qui a joué 6 Coupes du Monde. Et on n'est pas avec 6 Coupes du Monde, parce qu'on en a, hein. On en a certains, hein. Alors, j'ai pas des escrocs, parce que c'est des joueurs énormes, mais des gars qui ont fait 5 Coupes du Monde. Mais bon, on leur a fait un peu de la place derrière, parce que, en plus, il y avait peut-être pas forcément beaucoup de concurrence. Là, on parle du poste de numéro 10 en Argentine. Ça va. Je pense que il y a 2-3 mecs qui pouvaient lui prendre la place. Et on en est encore à ce même niveau-là, c'est-à-dire que Lionel Messi, après 2006, 20 ans après, entendez bien la dinguerie, 20 ans après, il continue de te marquer des buts en Coupe du Monde. Excusez-moi, mais je vais pas encore faire la question du débat avec CR et tout ça. Pour moi, la question, même pas qu'elle n'existe pas. Je peux comprendre pour certains elle existe encore, mais vraiment, les gars, enfin, dites-vous bien, il y en a un qui est un génie, en fait. Donc, il y en a un qui est forcément au-dessus. Et l'autre, on pourra toujours se dire que c'est extraordinaire ce qu'il a fait par le travail, par l'abnégation, par la volonté de se dépasser, de se surdépasser. Il n'y a rien à dire. Cristiano Ronaldo est une légende du football. Il n'y a rien à dire, pas de problème.
Mais ce fameux débat, non, il est tout au-dessus, Léo. Il est tout au-dessus. Il est tout au-dessus. Et même avec cette légende, hein, ce record un peu négatif de 4 pénaux manqués, merci à Simon, même avec ces 4 pénaux manqués, putain, il arrive encore à être le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors peut-être, je sais pas si d'ici la fin de la compète, mais peut-être que derrière, Mbappé passera ce record-là. Peut-être. Peut-être. Et il faudra pas le minimiser parce que c'est un record important, même si à partir de maintenant, on a plus de matchs et tout ça. Mais faudra pas le minimiser. Mais profitons, quoi. Profitons. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire, les copains. Profitons de continuer de voir Lionel Messi sur un terrain de football, de le voir nous régaler. Alors oui, comme je le dis, c'est pas le Messi stratosphérique qu'on a pu voir, qui te faisait lever de ta chaise pour chaque contrôle, pour chaque prise de décision, pour chaque passe, pour chaque frappe, pour chaque dribble. Oui, il a 39 ans. Oui, d'accord. C'est évident, on pourra pas enlever. Et forcément, sitemap, c'est-à-dire ces déplacements, ça sera pas comme avant. Ça sera pas comme avant, bien sûr. Mais on parle de Lionel Messi, quoi. Profitons de cet homme, profitons du talent de ce joueur-là, de nous dire qu'on a pu, on va dire, regarder du foot avec ce type-là. Et encore une fois, on ne parle uniquement que de ballon. Je parle pas d'homme, je parle pas de... Voilà, parce que si on va par là, Lionel Messi, je sais pas si vous l'avez, mais en 2009, on lui pose la question de savoir quel est son... 2009 ou 2010, quel est le moment le plus important de sa vie. Si le mec te répond quand même, c'est quand j'ai rencontré Mickey à Disneyland. Vraiment, c'est une vraie info que je vous donne. C'est pas pour troller, c'est la vérité. Donc, voilà, on parle d'un mec quand même sur sa manière de ressentir les choses. On n'est pas sur un Diego. Voilà. Donc on n'est pas sur même d'autres joueurs qui ont pu, on va dire, nous donner d'autres émotions. Mais ce qu'il donne, balle au pied, année après année. Et là, on en est maintenant quand même, sans déconner, à plus de 20 ans de professionnalisme au plus haut niveau. Parce que là, c'est pas moi qui le dis, c'est juste les stats. 2006, il joue la Coupe du Monde avec l'Argentine. À une époque, en plus, où il y a du bon, hein. Il y a déjà les Tevez, il y a déjà, je sais pas, il doit peut-être pas y avoir encore Agüero. Non, mais il y a encore les Tevez, les Crespo. Il y a encore une flopée de joueurs offensifs de sacrément haut niveau, d'Eric Elmé, et il est déjà là. Et 20 ans après, les copains, 20 ans après. Enfin, je fais peut-être un petit peu mon vieux, là, en disant, putain, 20 ans au plus haut niveau. Et tellement au plus haut niveau que, là, je le dis, deuxième journée de Coupe du Monde, il en est à 5 buts, le coquin, quoi. Et en plus, il s'est loupé un péno. Il aurait pu en être à 6 s'il se le rajoute. C'est bon, quoi. C'est bon. Jusqu'à quand, Léo? Jusqu'à quand, Léo, tu vas... Après, moi, j'ai pas envie que tu t'arrêtes, hein. Loin de là, hein. Et même la question se pose. J'en parlais en off tout à l'heure avec Apreux et Signaux avant de préparer ce débat. Est-ce qu'un Lionel Messi peut pousser la blague pour aller jusqu'en 2020, 2030? Moi, j'ai envie de vous dire que non. Parce que spontanément, 30, il aura 43 piges. Mais le gars est tellement incroyable. Il est tellement incroyable. Et si physiquement, il continue d'être dans le même état de forme, tu vois, j'en sais rien. Est-ce que c'est juste là maintenant, hein, encore une fois, l'apex de sa carrière, c'est-à-dire avant, bah, le dernier moment, on va dire, où il est en train de rayonner. Mais les gars, vous voyez les highlights comme moi. Je dis pas que vous les regardez les matchs en MLS, mais vous les voyez les highlights. Vous les voyez. Vous voyez la réalité que Lionel Messi, il continue semaine après semaine d'être compétitif. Ok, dans un championnat mineur, parce que la MLS c'est vraiment pas fort, mais quand même. Donc et puis la différence avec, encore une fois, Cristiano Ronaldo, mais je veux pas polariser avec forcément avec ce débat. Mais la vraie différence, c'est qu'en plus, dans sa position sur le terrain et dans ce qu'on lui demande, le côté physique, bien sûr qu'il est important. Il va falloir que tu cours, mon copain. Et évidemment, on parle quand même du football. Donc, tu ne joues pas sur phase arrêtée. C'est pas un quarterback. Par contre, il sera toujours plus facile d'évoluer comme
à dire un peu 9,5, voire 10, dans une équipe où ça court pour toi, à la différence du 9. Parce que le 9, à un moment donné, et CR joue en 9 depuis des années, à un moment donné, le poste de 9 te rattrape. Le poste de 9 te rattrape, les défenseurs en face sont plus vifs, t'arrives moins vite sur les ballons, t'as moins de détente, t'as moins de tout ça, et ça c'est physiologique en fait. Je suis pas médecin, hein, mais c'est logique. Plus tu prends de l'âge, et plus justement cette capacité à prendre le dessus sur des gens qui ont 5, 10, 15, voire même 20 ans de moins, non, à un moment donné, t'es rattrapé. Hein. Et je connais personne, aucun footballeur, qui, dans le domaine athlétique, pourra arriver à rivaliser quand tu arrives à ces âges-là. Par contre, à la différence d'un Messi, quand tu te retrouves à jouer à ce poste-là, avec ce que ça comporte et ce que ça te demande, il peut pousser le délire encore. Maintenant, j'irai pas jusqu'à dire que 2030, on va l'avoir, mais les gars, n'oublie pas, on est le 22 juin 2026 à 22h30. Attention qu'il ne nous refasse pas en plus une dinguerie complètement ouf avec, j'arrive à vous faire le truc complètement fou. Je reparticipe à une nouvelle Coupe du Monde qui serait donc la 7e. Donc voilà. Pour ceux qui voulaient un peu de Messi, là je vous ai donné un peu de Messi et vraiment, je la replace. Hein. Je suis un fan éternel de Diego. Je remontre. Diego, il est là. Mais Lionel, là, on est obligé, quoi. Là, on est quand même bien obligé. Oh, j'ai un petit problème avec la cam. J'espère que ça peut venir. Voilà, ça. Mais vraiment, Léo. Rien d'autre à dire. Voilà, les copains, je vais m'arrêter là. Parce que il y avait une petite réaction de Simon aussi qui nous disait j'aimerais bien voir Giuliano rentrer un peu. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Parce que là, je me suis un peu égaré sur Lionel, mais on était obligé. Mais c'est vrai que d'un point de vue aussi tactique et du choix des hommes, est-ce qu'un Giuliano Simeone pourrait pas peut-être prendre la place d'un Rodrigo de Paul, parce que lui aussi il peut être un peu chien de la casse, on le connaît, mais il t'apporte un autre profil dans les phases de transition. Mais c'est peut-être un poil trop offensif, je sais pas, pour Scaloni, qui aime bien, encore une fois, ce milieu à 3, avec deux pôles qui accompagnent McAllister et Fernandez. Mais oui, j'avoue que j'aimerais bien voir aussi un peu plus Giuliano. Je suis d'accord avec toi, Simon. Bon, les copains, je vais m'arrêter là. 22h33, c'est pas mal. On est à 27 minutes du coup d'envoi du match des Bleus. On va commencer tranquillement à se mettre devant le match, et puis on va préparer le débrief juste après la rencontre. Je serai avec Aurel normalement sur le débrief. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi, merci à Simon particulièrement d'avoir commenté le petit live. Ce live, il est dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Il va être aussi dispo en podcast dans quelques dizaines de minutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de podcast. On a besoin de ça pour continuer de grandir et continuer d'avoir de la force et vous proposer autant de débats foot comme vous pouvez le constater. On voit qu'il y a de plus en plus de monde, donc ça nous donne encore plus de force. Mais allez-y, du like, de l'abonnement, tout ça. Ça fait un peu raccro, les copains, mais je vous jure qu'on en a besoin pour pouvoir vraiment faire grandir la chaîne. Et c'est de vous que ça peut venir. Donc merci à tous pour tout ça. Le live dispo en replay, en podcast dans quelques dizaines de minutes, et on revient tout à l'heure après le France-Irak, qui est quand même alléchant, même si pas mal déséquilibré. Et si je dois faire un prono, allez, juste avant de finir, 3-0 les Bleus. Voilà les copains, donc merci à tous, et puis on arrive à la fin, vous connaissez la fin. Au FC Copains, on est ouvert toute l'année, vous le gardez en tête, et surtout pendant le Mondial 2026. Ciao les copains, ciao.